Merci de m'avoir présenté si gentiment. J'espère que vous êtes bien réveillés, sinon on va essayer de vous réveiller après le déjeuner. Nous allons maintenant parler des infections néonatales. Nous concentrons sur la septicémie. Ça, c'est un sujet important parce que cela entraîne beaucoup de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Je crois que c'est 9% du total des mortalités qui proviennent des infections. C'était la 3e cause de mort après la prématurité et l'asphyxie. Ce qu'on voit dans nos sites, c'est souvent juste le haut de l'iceberg. Il y a beaucoup de mortalité néonatale qui se trouve dans les communautés et la plupart des mamans ont leur bébé à la maison. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Prevention is something that is very important, and what are ways to prevent neonatal? La prévention est très importante. Il y a des choses à faire pour prévenir ces infections. Ce qui est difficile, c'est de diagnostiquer ces infections néonatales. Les septicémies présentent des signes qui sont très difficiles à détecter. Et le traitement de ces infections néonatales est aussi très difficile, surtout parce qu'il y a une résistance aux microbes et de plus en plus importante. Donc c'est vraiment compliqué. Et chez MSF, nous poussons les niveaux de soins. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois ces 2 derniers jours. Nous voyons que nous avançons, que nous introduisons de nouvelles méthodes pour pousser la survie des nouveau-nés. Nous avons ces PEP, par exemple. Plus on avance et plus les enfants sont dans des services beaucoup plus à haute technologie et plus nous avons de risques d'introduire des infections qui, parfois, sont difficiles à prendre en charge. Et c'est pour cela que je pense que notre session va être particulièrement intéressante, en commençant par la présentation de Ulrike Müller, qui est pédiatre allemande, qui vient de terminer sa 3e mission pour MSF. Elle a travaillé à Haïti, et à Haïti, MSF dispose d'une unité de nouveau-nés avec des soins avancés. Ulrike, ou Uli, va nous parler des problèmes qu'on a rencontrés là-bas. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité à venir m'exprimer ici. Merci de m'avoir présenté. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser. J'ai mal à la gorge. Je viens de rentrer d'Afrique. Il faut que je m'habitue au climat européen, mais j'espère que vous m'entendez quand même. Alors, j'aimerais vous parler de la magnifique île d'Haïti. Malheureusement, Haïti n'est pas connue juste pour le rhum et les plages et puis la force de caractère des gens, mais aussi à cause de 2010 et une longue histoire d'instabilité politique aussi. Je suis arrivée en 2014 en tant que pédiatre dans l'un des projets OCA que nous avons en Haïti. J'aimerais vous parler un petit peu de CRUO. CRUO, c'est l'endroit où j'étais. C'est une structure de soins secondaires qui travaille en urgence obstétrique. Donc là-bas, ce ne sont pas des naissances normales, mais des problèmes très graves comme la prééclampsie. Et depuis 2007, nous avons donc ce centre qui s'appelle Centre de référence urgence obstétrique et c'est ce sur quoi se concentre ce projet, rien d'autre. En 2014, un total de plus de 6000 femmes ont eu leur bébé à CRUO. Alors, lorsque la maman est malade, souvent le bébé est malade ou prématuré. Donc, entre 210 bébés sont souvent admis. Et puis, en 2014, nous avons eu un total de 2649 enfants qui sont nés à CRUO.
et notamment pendant la saison qu'on appelle la saison pic, qui suit le carnaval de septembre à janvier. Et à cette époque, le service est souvent trop chargé. On avait des unités de 5 lits à 60 lits. Nous sommes passés à 60 lits, ce n'était pas suffisant, avec une équipe pédiatrique très importante. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai été impressionnée de trouver un service plutôt bien équipé pour MSF. 5 incubateurs, 3 machine CPEP Poumani. L'équipe était tout à fait motivée, très expérimentée également. Et donc, je me suis dit que c'était un beau pays, l'équipe était sympa, ce serait intéressant et que le travail devrait être facile. Mais je ne me rendais pas compte à l'époque, j'ai vite compris, cependant, qu'à Cruau, nous avions des problèmes énormes. À partir du mois de juillet 2014, le taux de mortalité était en forte augmentation. En général, nous étions à 10 à 15 % et là, nous étions passés à 30 %. Donc, ce qui s'est passé, ce qu'on a pu observer à partir de juillet 2014, avant mon arrivée, c'était que la présentation des cas de septicémie n'était pas comme ceux d'avant. On parlait beaucoup du fait que le temps de remplissage capillaire était prolongé, mais il y avait aussi l'apparence de la peau du bébé qui était changée. On parlait du sclérème, c'est une chose que je ne connaissais pas du tout à l'époque, et ça voulait dire qu'il y avait une peau qui était beaucoup plus épaisse chez le bébé. Donc, une fois que la mortalité a augmenté au mois de juillet, l'équipe a voulu améliorer les procédures d'hygiène, et là, on a vu un déclin des cas. Mais après le pic des naissances, on a vu que le taux a augmenté encore et à partir d'octobre jusqu'à la fin du mois de novembre, le taux de mortalité a vraiment beaucoup augmenté une fois de plus. À la fin du mois de novembre, le taux a chuté une fois de plus. Donc là, on avait l'impression, quand je suis arrivée, que la situation était beaucoup plus stable. J'avais l'impression qu'on pouvait partir de ce point. Mais quelques jours après, au début du mois de janvier, je me suis rendu compte que j'avais tort. Pourquoi? Parce que le taux de mortalité a recommencé à augmenter et j'ai été témoin de patients qui étaient stables et qui mouraient de ce que je pensais être des septicémies nosocomiales. Mon prédécesseur avait déjà pris des cultures de sang que nous avons intensifiées et heureusement à Port-au-Prince, nous avons un laboratoire qui est très qualifié qui a pu le faire et les résultats que nous avons reçus nous ont choqués. La plupart des cultures de sang étaient positives pour la pneumonie et d'autres maladies. Donc, avec l'équipe médicale, nous avons décidé de mettre en place un plan d'action rapide. Nous avons commencé à établir ce qu'on appelle une liste septicémie qui n'incluait pas que les bébés qui tombaient malades à partir du mois de janvier, mais aussi nous étudions des données que nous avions collectées au mois d'octobre et grâce à ces dossiers médicaux, nous avons pu nous faire une idée de ce qui se passait à partir de juillet 2014. Et en plus, nous avons pris des cultures de sang de tous nos patients septiques avec lorsque ce n'était pas possible de faire un accès veineux périphérique, on prenait des swabs qui nous permettaient de voir si le bébé était colonisé. Et grâce à cette collecte de données, aujourd'hui, on sait un peu mieux ce qui s'est passé. L'analyse que nous avons faite nous a donné beaucoup de préoccupations. Nous avons pu confirmer qu'il y avait un ESBL pneumonique énorme. Vous voyez ici le facteur de risque de septicémie, c'était l'âge à la gestation, le poids de la naissance. Et évidemment, plus le bébé est jeune et plus il peut attraper la septicémie. Mais là, vous voyez le nombre de cas. C'est ça qui nous a choqués. Donc, que faire à partir de là? On s'est demandé s'il fallait fermer complètement l'hôpital ou en tout cas le service néonatal. C'est ce qu'on a fait dans certains pays européens où ce genre de choses est arrivé. Mais on s'est demandé ce qui allait se passer pour les mamans. Si les mamans n'avaient nulle part où aller pour se faire soigner, parce qu'à Port-au-Prince, à l'époque, Cruau, c'était le seul centre qui fonctionnait vraiment pour la prééclampsie et pour faire des césariennes
24 heures sur 24. Si on fermait l'hôpital, que se passerait-il pour les mamans? Si on soignait les mamans sans pouvoir soigner les bébés, à ce moment-là, tous ces bébés prématurés ne pourraient pas survivre. Donc, notre siège a décidé de nous envoyer 3 spécialistes d'Europe à ce moment-là. Un microbiologiste, un épidémiologue et un spécialiste de contrôle des épidémies. Nous avons donc fait les premiers dépistages de prévalence. Nous avons envoyé les cultures au labo. Et les résultats, c'était que 31,4% de tous les pays de notre service étaient colonisés par cette bactérie. Les équipes de spécialistes n'ont pas pu nous aider à trouver la source de cette bactérie, mais nous ont permis d'identifier quels étaient les principaux problèmes. Imaginez qu'à l'époque, l'équipe avait déjà fait beaucoup d'efforts pour améliorer le contrôle des infections. On n'est pas parti de zéro, mais malgré ces efforts, la situation restait aussi désespérée que vous le voyez. Donc aujourd'hui, on avait un peu un guide qui nous ont permis de continuer. On a dressé une liste de 10 priorités, des idées que nous avons incorporées. Donc voilà, les 10 priorités. Tout d'abord, comme vous le savez, l'hygiène des mains, c'est tout à fait essentiel. On a commencé à utiliser un gel alcoolisé qui était disponible, mais qui n'était pas utilisé si souvent. Ensuite, on explique comment sécher les mains avec du papier, c'est-à-dire de ne pas toucher des surfaces qui peuvent être sales. On avait aussi la préparation des traitements par intraveineuse et des liquides intraveineuses, parce qu'avec 60 bébés, vous imaginez bien, donc 15 qui ont besoin de soins intensifs, 30 de soins immédiats et le reste dans l'unité kangourou, vous imaginez bien la quantité de traitements intraveineux qu'il fallait préparer au quotidien. On a aussi travaillé sur le stockage du lait artificiel et naturel, parce que quelques bébés prenaient du lait artificiel. On a aussi évité d'utiliser de l'eau stagnante dans nos incubateurs, parce qu'on avait des vieux incubateurs cassés à l'époque. Il y avait de l'eau qui stagnait pendant des journées entières. Donc nous voulions éviter cette source de bactéries. Il y a aussi l'organisation du service et des pratiques de nettoyage, parce que quand je suis arrivée, il y avait des boîtes en carton par terre. C'était difficile de vraiment nettoyer le sol correctement, ou même de trouver des choses, tout simplement. Et puis, la 6e priorité, c'était d'éviter l'utilisation multiple d'équipements stériles. On essayait de stériliser les équipements quand c'était possible. Donc, pour l'équipement CPEP, par exemple, c'est une mono-utilisation, mais pour les tubes, les canules en silicone qu'on a vu tout à l'heure, on les a stérilisés. Et pour la succion, on avait avant du caoutchouc qu'on n'arrivait pas à nettoyer correctement. Il y avait toujours un peu d'air qui restait. On les a changés. On a utilisé ce que vous voyez ici, le pingouin, qui peut être facile à nettoyer, à stériliser. Le point suivant, c'est le nettoyage du linge de lit. Il ne faut pas le laisser pendant des jours et des jours, et aussi le laver à la bonne température. Autre point important, le moment où il faut éviter la contamination du bébé. Souvent, sur la table d'examen, vous aviez 3 ou 4 bébés, même si ce n'est pas une très grande table, et puis vous voyez qu'elle est abîmée. Et maintenant, la règle, c'est qu'il ne doit y avoir qu'un bébé à la fois. Éventuellement des jumeaux, mais pas plus. Et nous envisageons aussi de nous procurer des tables plus modernes et plus faciles à nettoyer. Nous avons revu aussi le système d'isolement des patients atteints de septicémie. Au départ, c'était dans un coin, ensuite dans une salle séparée. Et les infirmières ou le personnel portent des blouses spéciales pour éviter la transmission.
des germes. Nous souhaitons aussi avoir un système de climatisation aux normes aussi, ce qui devrait faire une différence. Donc, ces 10 points peuvent paraître mineurs, mais pour nous, c'était important et utile comme liste des points à vérifier et à revoir. Et ça permettait de motiver le personnel et l'équipe de logistique qui nous aidait dans nos activités quotidiennes. Sur ces 10 priorités, à ces 10 priorités viennent se greffer des points supplémentaires. Pour les antibiotiques, la sensibilité a été établie à un certain pourcentage. La résistance, maintenant, nous avons décidé d'utiliser des outils supplémentaires pour accroître les taux de survie à la septicémie. Et nous avons insisté sur la construction d'un nouveau bloc, comme on l'appelle, une nouvelle salle, qui a été inaugurée en décembre 2015 avec une meilleure circulation des patients pour tout centraliser dans une salle, au lieu d'avoir différentes salles, mais aussi avec de meilleures conditions de nettoyage des surfaces. Donc là, vous voyez le bloc au moment de l'inauguration en décembre 2015. Et vous voyez un peu les matériaux utilisés. Ça fait une énorme différence par rapport à la configuration précédente où les enfants, les bébés étaient répartis dans tout l'hôpital. Comme on l'a déjà entendu, la supervision, la formation, les ressources humaines, c'est toujours essentiel, surtout pour éviter les infections. Alors, nous avons renforcé la supervision en ajoutant des responsables, des chefs d'équipe et puis des infirmières en pédiatrie supplémentaires. Pour le personnel d'encadrement, avant, vous aviez une personne pour 45 membres d'équipe à surveiller, donc c'était beaucoup de planification. Maintenant, nous avions, c'est ce qu'on appelle les cliniques infirmières, avec des infirmières qui aident leurs collègues à améliorer leur technique et effectuent un travail de contrôle, et qui introduisent des mesures de contrôle. Et puis, vous avez eu une révision de la planification du travail des médecins et des infirmières parce que pour éviter une surcharge des salles, il faut une bonne circulation des patients et les faire sortir dès que c'est possible. Et les bébés doivent sortir des services de soins intensifs le plus vite possible pour passer dans le service, disons, de soins kangourous. Et donc, y passer le plus tôt possible. Et par conséquent, on recommande non pas seulement une tournée par jour, mais plusieurs, des visites régulières pour vérifier que chaque enfant progresse de manière optimale. Alors, pour revenir aux soins maternels kangourous, nous avons formé une collaboration avec des partenaires locaux, des hôpitaux publics. Nous les avons aidés à mettre sur pied leur propre unité de soins kangourous, ce qui nous permettait ensuite de transférer une partie de nos patients vers leur service. Les mères appréciaient parce qu'elles pouvaient continuer leur prise en charge kangourou plus près de leur domicile. Et puis nous, ça nous permettait de libérer des lits plus tôt aussi. Et puis ça a permis aussi de diffuser les connaissances parce que les soins maternels kangourous étaient déjà acceptés en Haïti, mais peut-être pas vraiment répandus encore. Ce que nous avons fait aussi, c'est répéter l'examen de la prévalence tous les 2 mois, afin de voir s'il n'y avait pas de colonisation chez les patients. Et pour détecter une épidémie, vous aviez un dépistage génétique aussi qui a été introduit. Et les examens génétiques ont confirmé que sur 15 échantillons, vous en avez 9 qui étaient les mêmes, le ST37 qui avait déclenché des épidémies dans différents pays. Donc, il s'agissait de clones de la même bactérie d'origine qui ensuite se répandait. Et pour coordonner toutes ces activités, nous avons monté un comité septicémie qui incluait les pédiatres et les infirmières en chef, mais aussi les pharmaciens, ceux qui faisaient de la logistique, s'occupaient des approvisionnements pour que tout le monde soit au diapason et pour pouvoir ensuite
échanger notre expérience et diffuser les améliorations plus vite. Et puis, tout est inscrit dans ce qu'on appelle le journal septicémie pour faciliter la communication avec le centre de coordination. Alors, vous imaginez bien ce que ça a eu comme impact sur le fonctionnement de l'hôpital pendant plusieurs mois. Tout était focalisé sur ces améliorations. Et voyons quel a été l'impact maintenant. Vous voyez que le nombre de cas a baissé de manière considérable en décembre 2015 et le ratio de décès a aussi baissé de manière considérable. Malheureusement, la tendance ne s'est pas poursuivie indéfiniment et après une crête de nouveau en octobre 2015, entre fin novembre et début décembre, des cas supplémentaires ont été observés. D'abord, une forte augmentation de la colonisation, BLSE. Après avoir célébré en décembre, eh bien, on a vu qu'il y avait une remontée en flèche de la colonisation chez les bébés, malgré les mesures que nous avions prises. Et la conséquence de cette colonisation, ça a été de nouveau plus de cas et un taux de mortalité en hausse. Alors, les données que je présente vont jusqu'en décembre 2015 parce que ça correspond à l'année que j'ai passée là-bas. Et donc, c'est ce dont je peux parler le mieux parce que j'étais présente. Évidemment, c'est frustrant tout cela. Mais je crois que on ne peut pas nier que les améliorations sont positives. Si on compare les graphiques entre 2014 et 2015, les taux de mortalité sont quand même bien inférieurs dans la deuxième année. Donc, les changements introduits sont sûrement très efficaces. Et je peux vous assurer que l'équipe, actuellement, continue à améliorer les choses. Et cette année, ils mettent l'accent sur les zones individuelles de patients avec 1,20 m au moins entre les deux lits de bébé, au minimum. Mais en plus, maintenant, le matériel est réservé à un bébé donné et on évite de partager le matériel pour éviter la contamination. Alors, on s'efforce de n'utiliser une machine que pour un bébé, comme on le fait dans les ICU à l'ouest, dans le monde développé. Mais donc, en tout cas, on essaie de limiter ces échanges de matériel. Et c'est toujours important de surveiller les niveaux de contamination pour qu'ils évitent, pour qu'ils ne remontent pas. Nous avons eu un appel à l'action et en néonatologie, MSF travaille pour limiter les problèmes dans ces services. En néonatologie, bien sûr, il faut réfléchir aux soins que l'on peut prodiguer aux patients sans entraîner des risques supplémentaires et puis avant toute chose, bien sûr, éviter de leur faire du mal. C'est le principe de base. Mais cette approche peut être appliquée à d'autres groupes, les enfants sous-alimentés ou malnutris et les victimes de guerre. Voilà, je vous communique un message de l'équipe de Haïti qui vous salue et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Oli, de nous avoir présenté cette lutte, en fait, sur plusieurs années, en quelques 20 minutes. Nous avons maintenant le temps d'écouter des demandes de précision, si vous en avez. Merci. Ça a été très intéressant. Et pour tous ceux ici qui ont travaillé sur le terrain, nous avons vu mourir des patients à cause d'infections. Et je crois que nous pouvons tous en tirer des enseignements et pour améliorer la qualité chez nous. Avec ce BLSE, standard MSF protocols.
Ça vous a incité à changer le régime d'administration des antibiotiques par rapport au protocole existant à cause de cette épidémie. Lorsque les premiers échantillons sont arrivés en octobre 2014, le protocole de traitement il a été changé donc pour un autre type d'antibiotique avec l'ajout de la pénicilline ensuite. En deuxième intention, mais en raison des forts taux de mortalité, nous avons décidé avec les microbiologistes d'ajouter la méroponine en troisième place. Bien sûr, c'est pas l'idéal d'ajouter des antibiotiques de plus en plus forts, mais l'intention, c'était de sauver quand même le maximum d'enfants, en plus des autres mesures. Merci beaucoup. Je suis très admirative de ce que vous avez fait. À Stockholm, nous avons une situation similaire, c'est-à-dire qu'on essayons de travailler à différents niveaux. Et dans notre expérience à nous, pendant que l'épidémie continue à avancer, c'est plus facile de faire suivre les règles d'hygiène aux parents et au personnel. Mais au moment où on a pensé que ces choses s'amélioraient, les gens avaient tendance à oublier les règles. C'était pareil chez vous? Et c'est peut-être pour ça que l'épidémie est réapparue. Et est-ce que vous avez des conseils pour gérer ce problème? Je crois que c'est un problème assez universel, en fait. Et tout d'abord, je pense que les normes d'hygiène n'étaient pas déplorables au départ, mais quand même insuffisantes pour un ICU, une unité d'urgence pour les nouveau-nés. Il y a eu pas mal de formations, beaucoup d'assistance. Nous avons bénéficié et c'est vrai que ça nous a permis de sensibiliser les gens. On a fait une formation pour regarder l'état de propreté des mains avec des lumières fluorescentes, etc., ce qu'on fait ailleurs aussi. Et ça a motivé l'équipe qui a fait un effort. Mais à ma connaissance, je crois qu'en Europe, dans tous les centres, on sait bien que l'hygiène, c'est un problème majeur avec les nouveau-nés en ICU. Et chez nous, le problème supplémentaire, c'est que pour le personnel, ils ne comprenaient pas pourquoi le problème apparaissait chez nous, alors que dans d'autres services publics, ce n'était pas le cas. Et il a fallu mettre vraiment l'accent sur l'hygiène, l'alcool, inciter les gens à ne pas mettre de vernis à ongles. Le vernis à ongles, ça a été mon ennemi numéro 1 à un moment. Et ils avaient l'impression que dans les hôpitaux publics, il n'y avait pas de problème ailleurs, alors que chez nous, il y en avait. Ce n'était pas vrai, bien sûr. Il n'y avait pas autant d'enfants et la communication sur les décès n'était pas forcément là non plus. Et si, en fait, il y a des anciens articles à Haïti qui montrent qu'il y avait déjà 20 ans plus tôt des épidémies. Simplement, ça n'avait pas été aussi communiqué. Mais mon personnel avait l'impression qu'on exagérait les mesures d'hygiène. Mais c'est vrai qu'au bout de certaines discussions, on les a convaincus. Ils ont vu que les résultats étaient là. Toutes les semaines, on montrait les résultats. C'était convaincant. Et parfois, pendant une semaine donnée, il n'y avait aucun enfant qui tombait malade de septicémie. Donc, ça les a motivés de plus en plus pendant un certain temps. Je pense quand même toujours qu'au moment de la crête, le point culminant de l'épidémie, avec la surcharge de travail, ils ont un peu relâché leur attention quant aux procédures d'hygiène. Et on a tendance, c'est humain, à chercher aussi un bouc émissaire. Alors, ça disait que c'était malédiction de ceux qui étaient morts ou que les mères ne se lavaient pas bien les mains. Mais c'est vrai que les médecins aussi, les infirmières touchent les enfants toute la journée. Ce sont eux les mieux placés, si l'on veut, pour contaminer le bébé. Parce qu'ils sont en contact avec eux toute la journée. Mais bon, je pense que c'est une réaction naturelle. Et le seul moyen d'y remédier à cette attitude, c'est de le faire par le biais de la formation, des ressources humaines. Encore 2 questions et des réponses courtes si possible. Merci pour cet exposé et bravo pour le travail que vous avez fait à Haïti.
J'ai deux questions. D'abord, le lien entre l'infection et le mode de soins. Sur l'une des pages, vous nous montrez qu'il y avait plus d'infections à la suite de césarienne. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui. Le mode donc d'accouchement, donc le lien entre les infections et le mode d'accouchement. Alors, c'est assez particulier parce que 40% des femmes hospitalisées ont besoin de césarienne à cause du fort taux de complications parce qu'elles viennent tard. Donc, 40% des femmes avaient des césariennes d'urgence. Et puis, le mode d'accouchement, nous sommes bien dit que ça pouvait faire une différence, mais enfin, c'était pas très convaincant comme lien, pas bien établi. Et finalement, le bébé né par césarienne, il passe entre les mains du pédiatre, après la sage-femme. Donc, c'est aussi un risque. Et puis, le prématuré passe directement entre les mains de l'équipe pédiatrique. Donc, je ne pense pas que ce soit le gynécologue ou la sage-femme ou ceux qui effectuent des accouchements par voie vaginale qui sont responsables. Et finalement, il y a des choses que je n'ai pas montrées, mais il n'y a pas vraiment de corrélation entre les deux dans les résultats, les études que nous avons faites et les chiffres que nous avons vus. Une question de plus? The colestine resistance? Résistance à la colestine? On va répéter la question. Avec le temps, quelle est la prévalence de l'éclampsie chez les mères au moment de l'hospitalisation? Pour celles qui arrivaient dans la zone de triage, salle d'urgence, il y en avait qui présentaient une pneumonie. Mais à ce stade, Klebsiella, BLSE n'était pas détecté. Donc, c'est pas l'éclampsie, mais Klebsiella. Mais ce qu'on notait, c'est qu'il y avait plus de résistance petit à petit. Et il fallait donc se concentrer sur certains antibiotiques.